Chapitre 17. Du Taberg à Husqvarna. Vendredi 15 avril. Le gamin demeura éveillé toute la nuit, mais vers le matin, il s'endormit et rêva de ses parents. Il pouvait à peine les reconnaître. Tous deux avaient des cheveux gris et de vieux visages ridés. Il lui disait qu'ils avaient ainsi vieilli parce qu'ils l'avaient tant regretté. Il était ému et surpris, car il avait toujours cru qu'il serait content d'être débarrassé de lui. Lorsque Niels s'éveilla, le matin était beau et clair. Il mangea un morceau de pain qu'il trouva dans la cuisine, donna ensuite du fourrage à la vache et aux oies, et ouvrit enfin la porte de l'étable pour que la vache pût se rendre dans la ferme à côté. Les voisins comprendraient, à la voir, que quelque chose devait être arrivé à sa maîtresse. Ils accourraient, trouveraient son corps mort et l'enterreraient. Les oies et le gamin s'élevèrent dans les airs. Ils aperçurent bientôt une haute montagne aux flancs presque verticaux et au sommet comme tronqués. Ils comprirent que ce devait être le Taberg. Au sommet, Akka, avec Ixi et Kaxi, Kolme et Nelia, Visi et Kuusi, et les 6 jeunes oisons les attendaient. Ce furent une joie, des gloussements, des cris, des battements d'ailes indescriptibles lorsqu'on vit que le jar et Finduvet ramenaient poussées. La forêt montait assez haut sur les flancs du Taberg, mais le sommet était nu et l'on avait une vue très vaste. À l'est, au sud et à l'ouest, on ne voyait guère qu'un plateau assez pauvre aux sombres forêts de sapins, aux tourbières brunes avec des lacs encore glacés et des crêtes de montagnes bleuissantes. Cela révélait bien un travail hâtif où le Créateur ne s'était guère appliqué. Mais si l'on regardait vers le nord, c'était autre chose. Là, le pays paraissait ordonné amoureusement et avec le plus grand soin. Partout, de belles montagnes, de douces vallées et des rivières serpentantes jusqu'au grand lac Véterne qui, libre de glace et brillant de clarté, semblait rempli, non pas d'eau, mais de lumière bleue. Le lac Véterne embellissait tout le nord. On eût dit qu'un reflet azuré en surgissait et se répandait sur la terre. Les bouquets d'arbres, les hauteurs, les toitures, les flèches, la ville de Jönköping baignaient dans une clarté bleue tendre qui était une caresse pour l'œil. Le lendemain, en continuant leur voyage, les oies remontèrent la vallée bleue. Elles étaient de la meilleure humeur et criaient tant que personne ayant des oreilles n'aurait pu se dispenser de les entendre. Or, c'était dans cette région la première belle journée de printemps. Jusque-là, le printemps avait entrepris sa tâche à l'aide de pluie et de tempêtes. Par ce beau temps, la nostalgie de l'été, de la chaleur et des forêts vertes s'empara des hommes et leur rendit très pénible le travail journalier. Lorsque les oies sauvages passaient, libres et allègres là-haut, très haut au-dessus de la terre, il n'y avait personne qui ne quittât son ouvrage pour les suivre des yeux. Les premiers qui aperçurent les oies ce jour-là furent les mineurs du Taberg, occupés à arracher le minerai à fleur de terre. Entendant crier les oies, ils cessèrent de creuser leur trou de mine, et l'un d'eux cria « Où allez-vous ? Où allez-vous » Les oies ne comprenaient pas ces paroles, mais le gamin se pencha et cria « Là où il n'y a ni pioche ni marteau !» À ces mots, les mineurs crurent que c'était leur propre nostalgie qui leur faisait entendre les cris des oies comme une voix humaine. « Laissez-nous venir avec vous ! Laissez-nous venir avec vous !» appelait-il. « Pas cette année !» cria Niels. « Pas cette année !» Les oies sauvages, toujours aussi bruyantes, suivaient la rivière du Taberg vers le Munksjö. Sur l'étroite langue de terre entre le Munksjö et le Véterne s'élève la ville Jönköping, avec ses grandes usines. Les oies passèrent d'abord au-dessus de la fabrique de papier de Munksjö. C'était justement l'heure de la rentrée après le déjeuner. Et des groupes d'ouvriers se dirigeaient vers la porte de la fabrique. En entendant les oies sauvages, ils s'arrêtèrent un moment pour écouter. « Où allez-vous ? Où allez-vous » lança un ouvrier. Les oies sauvages ne comprirent pas, mais le gamin répondit « Là où il n'y a ni machine ni chaudière !» Les ouvriers crurent entendre la voix de leur propre nostalgie.
Laissez-nous venir avec vous, crièrent plusieurs d'entre eux. Laissez-nous venir avec vous. Pas cette année, fit Niels. Pas cette année. Les oies passèrent au-dessus de la célèbre fabrique d'allumettes située au bord du Véterne, et qui, grande comme une forteresse, tend vers le ciel ses hautes cheminées. Personne ne remuait dans la cour, mais dans une grande salle, de jeunes ouvrières s'occupaient à remplir des boîtes d'allumettes. Elles avaient ouvert une fenêtre à cause du beau temps, et par cette fenêtre, les cris des oies pénétraient jusqu'à elles. Une jeune fille se pencha dehors, une boîte à la main, et cria « Où allez-vous ? Où allez-vous ? Au pays où l'on n'a besoin ni de lumière, ni d'allumettes !» cria Niels. La jeune fille pensait bien avoir entendu le gloussement des oies, mais comme elle avait cru distinguer quelques mots, elle répondit cependant « Laissez-moi venir avec vous ! Laissez-moi venir avec vous !»« Pas cette année ! Pas cette année !» cria Niels. À l'est des fabriques, Jönköping s'élève dans le plus beau site que puisse souhaiter une ville. L'étroit lac Véterne a des rives hautes et escarpées à l'est comme à l'ouest, mais à la pointe sud, les remparts de sable semblent démolis comme pour offrir une grande porte par laquelle on arrive à la berge. Au milieu de la porte, entre des montagnes à l'est et des montagnes à l'ouest, entre le lac de Munskjö derrière et le Véterne devant elle, s'étend la ville. Les oies, en passant au-dessus de Jönköping, menaient toujours le même bruit. Mais dans la ville, personne ne fit attention à elles. Il ne faut pas s'attendre à ce que les citadins s'arrêtent en pleine rue pour lancer des appels aux oies sauvages. Le voyage continua le long du Véterne. Les oies arrivèrent au-dessus du sanatorium de Sanna. Quelques malades étaient sortis sur une véranda pour jouir de l'air printanier. Ils entendirent les oies. « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » demanda l'un d'eux, d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Au pays où il n'y a ni douleur ni souffrance, » répondit le gamin. « Laissez-nous venir avec vous. »« Pas cette année, » répondit Niels. « Pas cette année. » Un peu plus loin, les oies arrivèrent à Husqvarna. Husqvarna est situé au fond d'une vallée. De belles montagnes escarpées l'entourent. Un cours d'eau se précipite en une série de longues et étroites cascades. De grandes usines et des fabriques s'accotent au flanc des montagnes. Dans la vallée se dressent les demeures des ouvriers, entourées de jardinets, avec, au centre, les maisons d'école. Au moment où les oies sauvages arrivaient, une cloche sonna. Une foule d'enfants sortirent de l'école, en rang. Ils étaient si nombreux que la cour de récréation en fut bientôt remplie. « Où allez-vous ? Où allez-vous » crièrent les enfants en entendant les oies sauvages. « Là où il n'y a ni livre ni leçon, » répondit le gamin. « Emmenez-nous ! Emmenez-nous !»« Pas cette année, une autre année, » répondit Niels. « Pas cette année, une autre année. » Chapitre 18. La prédiction. Vendredi 22 avril. Niels dormait une nuit sur un îlot du lac Takern quand il fut réveillé par des coups de rame. À peine eut-il ouvert les yeux qu'une lumière éblouissante le fit cligner des paupières. Il ne comprit pas d'abord d'où venait cette clarté sur le lac, mais bientôt il vit un bachot rangé contre la bordure de roseaux. À l'arrière, une grande torche goudronnée flambait, attachée à un piton de fer. Le feu rouge de la torche se reflétait dans l'eau nocturne du lac, et cette belle lueur attirait sans doute les poissons, car tout autour remuait et s'agitait une foule de traits noirs. Deux vieillards se tenaient dans le bachot. L'un était assis aux rames, l'autre debout sur le banc arrière, tenait à la main un harpon assez court, grossièrement barbelé. Le rameur paraissait être un pauvre pêcheur. Il était petit, sec et hâlé, et portait un veston mince et usé. On voyait qu'il avait l'habitude de sortir par tous les temps et qu'il ne craignait pas le froid. L'autre, bien habillé et bien nourri, avait l'air autoritaire et important d'un paysan. « Arrête maintenant !» dit le paysan, lorsqu'ils arrivèrent juste en face de l'îlot où était couché le gamin. D'un mouvement rapide, il lança le harpon dans l'eau. Quand il le retira, une grosse anguille se tordait au bout.
Voilà, fit-il en détachant l'anguille. En voilà une qui n'est pas petite. Je crois que nous en avons assez pris pour cette nuit et que nous pouvons rentrer. Le camarade ne leva pas les rames. Songeur, il regardait autour de lui. C'est beau sur le lac ce soir, dit-il. Et c'était bien vrai. Tout était calme. L'eau s'étendait, immobile, sauf dans le siège du bateau, où la lueur de la torche faisait resplendir comme un chemin d'or. Le ciel était limpide et bleu, étincelant de milliers d'étoiles. Les rives disparaissaient derrière les îlots de roseaux, sauf à l'ouest. De ce côté s'élevait Lemberg, sombre et haut, plus puissant que dans le jour. Il cachait un grand pan triangulaire du ciel. L'autre tourna la tête pour ne pas être aveuglé par la torche et regarda autour de lui. « Oui, c'est un beau pays, dit-il enfin, mais la beauté n'est pourtant pas le meilleur trait de notre Ostrogothie. »« Que possède-t-elle donc de plus précieux ?» demanda le rameur. « L'Ostrogothie a toujours été une province estimée et honorée. »« C'est peut-être bien vrai, » acquiesça l'autre. « Et puis aussi, il en sera toujours ainsi. »« Qu'en sait-on » fit le rameur. Le paysan se redressa. « Il y a là-dessus une vieille histoire qu'on se lègue dans notre famille de père en fils. Nous ne la racontons pas à quiconque, mais à un vieux camarade comme toi, je puis bien la confier. À Ulvasa, ici, en Ostrogothie, commença-t-il, du ton dont on récite une vieille histoire qu'on sait presque par cœur, à Ulvasa vivait, il y a bien longtemps, une dame qui avait le don de prévoir l'avenir et de dire aux gens ce qui allait arriver aussi sûrement que s'il s'agissait d'événements accomplis. Elle était très célèbre et l'on venait de très loin la consulter. Un jour, la dame d'Ulvasa filait dans sa grande salle selon la coutume de jadis. Un paysan entra et s'assit tout au fond près de la porte. « Je voudrais bien savoir à quoi vous pensez, ma chère dame, dit-il, après un instant de silence. « Je pense à des choses hautes et saintes, répondit-elle. Il serait donc indiscret de vous poser une question qui me tient au cœur. Tu veux sans doute savoir si ton champ te donnera beaucoup de blé? Mais moi, je reçois des requêtes de l'empereur, inquiet du sort de sa couronne, et du pape, soucieux de l'avenir de ses clés. Il est certain que ce sont questions auxquelles il est malaisé de répondre, dit le paysan. Aussi bien ai-je entendu dire qu'on part toujours d'ici, mécontent de ce qu'on a appris. À ces mots, la dame d'Ulvasa se mordit la lèvre et se raffermit sur son siège. « Ah, tu as entendu dire cela? Eh bien, essaie de m'interroger. Nous verrons si je ne sais pas répondre de façon à te contenter. » Le paysan déclara qu'il était venu dans l'espoir de connaître l'avenir de l'Ostrogothie. Il n'aimait rien au monde autant que son pays et se sentirait heureux jusqu'à son dernier souffle s'il emportait une bonne réponse. « Si tu ne désires pas autre chose, répondit la sage dame d'Ulvasa, je crois que tu seras content, car je puis te dire ici, sans me déranger, que l'Ostrogothie possédera toujours quelque chose dont elle pourra se vanter auprès des autres provinces. » Voilà une bonne réponse, ma chère dame, dit le paysan, et je serais complètement satisfait si seulement je savais comment cela est possible. Pourquoi ne serait-ce pas possible? Dit la dame d'Ulvasa. Ne sais-tu donc pas que l'Ostrogothie est déjà une province célèbre? Crois-tu qu'il y ait en Suède une autre province qui puisse se vanter de posséder 2 monastères comme ceux d'Alvastra et de Vreta et une cathédrale comme celle de Linköping? C'est bien vrai, acquiesça le paysan, mais je suis un vieillard. Je sais que l'esprit des hommes est changeant. Je crains qu'il ne vienne un temps où nous ne tirerons plus gloire ni d'Alvastra, ni de Vreta, ni même de notre cathédrale. Il y a du vrai dans ce que tu dis, confessa la dame d'Ulvasa. Mais tu n'as pas besoin pour cela de mettre en doute ma prédiction. Je vais bâtir un nouveau monastère sur le domaine de Vadstena. Il sera le plus renommé du Nord. Nobles et vilains y viendront en pèlerinage, et tous féliciteront la province de posséder entre ses frontières un lieu aussi saint. Le paysan se dit heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Mais comme tout est périssable en ce monde, il aurait aimé à savoir comment se soutiendrait le renom de la province,
si le monastère de Vadstena tombait en décadence. Tu n'es pas facile à contenter, dit la dame d'Ulvasa, mais je puis mystérieusement voir assez loin dans les temps pour te dire qu'avant même que le monastère de Vadstena ait perdu son prestige, un château s'élèvera dans son voisinage. Ce château, qui sera le plus magnifique de l'époque, rois et princes le visiteront. Et ce sera un grand honneur pour la province de posséder un pareil joyau. J'en suis certes fort aise, répéta une fois encore le paysan, mais je suis vieux et je sais la vanité des splendeurs de ce monde. Et si le château un jour se délabre, qu'est-ce qui pourra alors attirer les regards des hommes sur cette province ? Tu es bien curieux, dit la dame d'Ulvasa, mais je vois assez loin pour apercevoir une merveilleuse animation dans les forêts autour de Finspång. J'y vois construire de hauts fourneaux et des forges, et je crois que la province sera très considérée pour son art de travailler le fer. Le paysan ne nia pas que cela le réjouissait fort, mais si jamais la gloire des usines de Finspång déclinait, y aurait-il encore quelque chose dont la province pût être fière ? Tu es bien difficile à satisfaire, dit la femme d'Ulvasa, mais je vois encore assez loin pour te dire que des demeures vastes comme des châteaux surgiront sur les rives des lacs, bâtis par de grands seigneurs qui auront fait la guerre à l'étranger. Je crois que ces châteaux orneront grandement la province. C'est bel et bien, mais s'il vient un temps où les châteaux tombent en ruine, objecta le paysan. Ne te fais pas de soucis, dit la dame d'Ulvasa. Je vois sourdre des sources d'eau minérale dans les prés de Médévie, non loin de Vetterne. Je crois que ces sources procureront à notre province toute la célébrité que tu peux désirer. C'est bon à savoir, mais, poursuivit le paysan avec entêtement, s'il vient un temps où les gens demandent la guérison à d'autres sources. Ne t'en inquiète pas, répondit la dame. Je vois un fourmillement d'hommes entre Motala et Mem. Ils creusent un canal de communication à travers le pays, et lorsqu'il sera achevé, le nom de l'Ostrogothie sera sur toutes les lèvres. Le paysan avait toujours un air soucieux. Je vois que les chutes d'eau de Motala font tourner des roues, continua la dame d'Ulvasa. 2 flammes rouges lui étaient montées aux joues car elle commençait à perdre patience. J'entends les marteaux tonner à Motala et les métiers à tisser résonner à Norrköping. C'est une bonne nouvelle, dit le paysan, mais je pense que tout passe et j'ai bien peur que cela ne soit oublié un jour. Alors, la patience de la dame d'Ulvasa prit fin. Tu dis que tout passe, dit-elle. Eh bien, je te révélerai, moi, quelque chose qui ne changera pas. Il y aura toujours, jusqu'à la fin du monde, dans ce pays, des paysans têtus et orgueilleux comme toi. Mais alors, le paysan se leva, joyeux et satisfait, et la remercia chaleureusement. Il partait enfin heureux, dit-il. En vérité, je ne comprends pas ta pensée, dit la dame d'Ulvasa. Eh bien, je pense, ma chère dame, expliqua le paysan, que tout ce que les rois et les gens des monastères et les seigneurs et les citadins pourront fonder et construire ne durera que quelques années. Mais vous me dites que l'Ostrogothie aura toujours des paysans honnêtes et résistants. Alors, je sais que le pays gardera son vieil honneur, car seuls ceux qui se penchent sur l'éternel labeur de la terre pourront maintenir de siècle en siècle la prospérité et la gloire de ma province. Chapitre 19. Le lait de Bure. Samedi 23 avril. Niels volait très haut dans l'air. Au-dessous de lui s'étendait la grande plaine de l'Ostrogothie. Il s'amusait à compter les églises blanches dont les flèches surgissaient d'entre les bouquets d'arbres. Il eut vite fait d'en compter 50, puis il s'embrouilla et ne continua pas. La plupart des fermes étaient de grandes maisons blanches à 2 étages, d'aspect si superbe que Niels n'en revenait pas. Il faut croire qu'il n'y a pas de paysans dans ce pays-ci, pensait-il, puisqu'il n'y a pas de ferme de paysans. Tout à coup, les oies sauvages se mirent à crier. « Ici, les paysans vivent comme des seigneurs! Ici, les paysans vivent comme des seigneurs !» Dans la plaine,
La neige et la glace avaient disparu. Les travaux du printemps avaient commencé. « Quelles sont ces écrevisses qui se traînent à travers champs ?» demanda-t-il. « Des charrues et des bœufs, des charrues et des bœufs !» répondirent les oies à l'unisson. Les bœufs avançaient si lentement qu'on les voyait à peine se mouvoir. Les oies leur crièrent « Vous n'arriverez que l'année prochaine ! Vous n'arriverez que l'année prochaine !» Les bœufs ne restèrent pas à court de réponses. Ils levèrent leurs mufles en l'air et beuglèrent. « Nous faisons plus de travail utile en 1 heure que vous dans toute votre vie. » Ça et là, c'étaient des chevaux qui tiraient les charrues. Ils avançaient bien plus vite que les bœufs, mais les oies ne résistèrent pas au désir de les taquiner. « Vous n'avez donc pas honte de faire une besogne de bœuf ?» Et les chevaux hennissaient. « Vous n'avez pas honte vous-même de faire une besogne de fainéant ?» Tandis que les chevaux et les bœufs étaient au labourage, le bélier restait à la maison et se promenait dans la cour. Il était nouvellement tondu et, agile, s'amusait à culbuter les gamins, à faire rentrer le chien de garde dans sa niche et se pavanait ensuite, fier, comme s'il avait été le maître du lieu. « Bélier, bélier, qu'as-tu fait de ta laine ?» criaient les oies sauvages en passant. « Je l'ai envoyé aux fabriques de drague, à Norrköping, » répondait le bélier avec un long bêlement. « Bélier, bélier, qu'as-tu fait de tes cornes ?» Or, à son grand chagrin, le bélier n'en avait jamais eu, et l'on ne pouvait lui faire pire affront que de lui en demander des nouvelles. Il fut si furieux qu'il courut éperdument un long moment tout autour de la cour, en donnant des coups de tête en l'air. Sur la route, un homme cheminait. Il poussait devant lui un petit troupeau de cochons de lait de Scanie, qui n'avait encore que quelques semaines et qu'il comptait vendre dans le nord. Les petits cochons trottinaient bravement, tout petits qu'ils étaient, et se serraient les uns contre les autres pour se protéger. « 9, 9, 9 ! On nous a séparés trop tôt de père et de mère. 9, 9, 9 ! Que deviendrons-nous, pauvres enfants ?» criait-il d'une voix aiguë. Les oies sauvages elles-mêmes n'eurent pas le cœur de narguer ces pauvres petits. « Vous verrez que tout ira bien pour vous !» crièrent-elles pour les consoler. Tandis qu'il traversait cette grande plaine, Niels pensait tout à coup à un récit qu'il avait lu jadis dans son histoire de Suède et qu'il se rappelait vaguement. Il s'agissait d'une jupe de velours tissée d'or, mais dont un lait était de bure grise. Quelqu'un avait couvert le lait de bure de tant de perles et de pierres précieuses qu'il brillait, plus beau et plus riche que le velours broché d'or. Il lui souvint de ce lait de bure en regardant de haut l'Ostrogothie, car cette province se compose d'une grande plaine, resserrée entre des régions montagneuses et boisées, qui s'étendent au nord et au sud. Ces hauteurs, d'un bleu magnifique, resplendissaient dans la clarté du matin sous de légers voiles d'or. La plaine, qui déroulait à l'infini ses champs dénudés, n'était guère plus belle à regarder que le lait de bure. Pourtant, les hommes s'étaient évidemment trouvés bien dans la plaine, qui était généreuse et bonne, et ils l'avaient ornée de leur mieux. À Niels, qui planait très haut, il semblait que les villes et les fermes, les églises et les usines, les châteaux et les gares de chemin de fer dont elle était criblée fussent autant de bijoux. Les toits de tuiles brillaient et les vitres des fenêtres scintillaient comme des pierres précieuses. Des routes jaunes, des rails luisants et des canaux bleus couraient comme un lacis de soie. Linköping enchâssait sa cathédrale comme des perles entourant un diamant, et les fermes dans la campagne semblaient de petites broches et des boutons précieux. Le dessin n'était pas très régulier, mais c'était une splendeur dont on ne se lassait pas. Les oies avaient quitté la contrée de Lomberg et remontaient vers l'est le canal de Gotha. Le canal aussi faisait sa toilette d'été. Des ouvriers travaillaient à réparer les talus des rives et à goudronner les grandes portes des écluses. Partout, on travaillait pour recevoir dignement le printemps, même dans les villes. Là, les peintres et les maçons, debout sur des échafaudages, s'occupaient des murs extérieurs. Les bonnes, montées sur les rebords des fenêtres ouvertes, lavaient les carreaux. Dans les ports, on réparait et on peignait les voiliers et les vapeurs. À Norrköping,
Les oies sauvages quittèrent la plaine et obliquèrent vers les forêts de Kolmarden. Elles suivaient depuis un instant un vieux chemin communal défoncé qui serpentait le long des crevasses au pied des pentes abruptes, lorsque Niels, tout à coup, poussa une exclamation. Il s'était amusé à balancer le pied, et un de ses sabots venait de tomber. « Jar, Jar, j'ai perdu mon sabot !» criait-il. Le jar revint en arrière et s'abaissa vers le sol, mais Niels s'aperçut que 2 enfants qui cheminaient sur la route avaient ramassé le sabot. « Jar, Jar !» s'écria-t-il. « Remonte vite, c'est trop tard, quelqu'un l'a trouvé. » Mais en bas, sur la route, Asa, la gardeuse d'oies, et son frère, le petit Mats, regardaient curieusement un petit sabot qui était tombé du ciel. « Ce sont les oies sauvages qui l'ont perdu, » dit le petit Mats. Asa, la gardeuse d'oies, resta un long moment silencieuse à le contempler. Enfin, elle dit lentement d'un ton réfléchi. « Te rappelles-tu, petit Mats, en passant à Övedskloster, dans une ferme, nous avons entendu parler de gens qui avaient vu un tomte, habillé de culottes de cuir et portant des sabots comme un simple ouvrier. Plus loin, une fillette avait vu un lutin en sabots qui chevauchait une oie. Et quand nous sommes arrivés chez nous, à notre maison, petit Mats, nous avons bien vu un petit homme habillé de cette façon et qui lui aussi s'envola sur le dos d'un jar. Peut-être était-ce le même qui passait là-haut et qui a perdu son sabot. Ça doit être lui, dit le petit Mats. Les 2 enfants tournaient et retournaient le sabot, l'examinant minutieusement, car on ne trouve pas tous les jours le sabot d'un tomte sur la route. « Attendons, petit Mats !» s'écria tout à coup Asa, la gardeuse d'oies. « Il y a quelque chose d'écrit ici, sur le côté. »« Oui, c'est vrai, mais les lettres sont tellement fines. Laisse-moi voir. Il y a écrit Niels Holgersson de Vestra Vemmenhög. Je n'avais jamais rien vu de plus extraordinaire, dit le petit Mats. Chapitre 20. La saga de Kar et de Poil Gris. Le Kolmarden. Au nord du golfe de Braviken, à la frontière de l'Ostrogothie et de la Sudermanie, s'élève une montagne longue de plusieurs milles et large d'1 mille. Si elle était haute en proportion, ce serait une des plus belles montagnes qu'on puisse voir, mais tel n'est point le cas. On rencontre parfois un bâtiment commencé sur une échelle si vaste que le constructeur n'a jamais pu l'achever. On voit des fondations solides, de fortes voûtes, mais point de mur ni de toit. La construction ne s'élève qu'à quelques pieds du sol. Rien ne donne mieux une idée de cette montagne frontière. On dirait les fondations d'une montagne, plutôt qu'une montagne achevée. Elle surgit de la plaine en parois escarpées. Partout, de fières masses de rochers s'échafaudent, qui semblent destinées à supporter de hautes salles immenses. Tout est puissant et de grandioses proportions, mais cela manque de hauteur. Le constructeur s'est lassé et a abandonné son travail avant d'avoir bâti ces longues pentes, ces pointes et ces crêtes qui forment les murailles et la toiture des montagnes ordinaires. En compensation, la grande montagne est revêtue d'arbres puissants. De tout temps, les chênes et les tilleuls ont poussé dans les vallons, les bouleaux et les aulnes, sur les rives des lacs, les pins sur les escarpements et les sapins partout où il y avait une pincée d'humus. Tous ces arbres forment la grande forêt de Kolmarden, jadis si redoutée que quiconque était forcé de la traverser se recommandait à Dieu et se préparait à sa dernière heure. Elle était un repère merveilleux pour les animaux sauvages, et les brigands qui savaient grimper, ramper, se glisser à travers les broussailles. Pour les honnêtes gens, elle n'était pas attirante. Sombre et sinistre, inexplorée et trompeuse, piquante et inextricable, elle avait de vieux arbres qui ressemblaient à des trolls, avec leurs troncs moussus et leurs branches couvertes de longues barbes de lichen. Les hommes jetaient des regards sombres sur la forêt, qui, dans sa vigueur luxuriante, semblait narguer leur pauvreté. Ils finirent cependant par s'aviser qu'ils pourraient peut-être en tirer quelque profit.
Ils se mirent à l'exploiter, à en extraire du bois, des planches et des poutres, et les vendirent aux gens de la plaine, qui, eux, avaient déjà abattu leurs arbres. Ils découvrirent que la forêt pouvait les nourrir, aussi bien que les champs. Ils furent ainsi amenés à la regarder d'un autre œil. Ils apprirent à la soigner et à l'aimer. Ils oublièrent tout à fait leur vieille hostilité et en arrivèrent à considérer la forêt comme leur meilleur ami. Car, environ 12 ans avant le grand voyage de Niels Holgersson, il arriva qu'un propriétaire du Kolmarden voulut se défaire d'un de ses chiens de chasse. Il envoya chercher son garde et lui déclara qu'il ne pouvait plus garder le chien. Celui-ci ne cessait de chasser les moutons et les poules. Il devait en conséquence être emmené dans la forêt et fusillé. Le garde prit le chien en laisse et se rendit à l'endroit où l'on tuait et enfouissait les chiens hors de service. Ce n'était pas un méchant homme, mais il était plutôt content de se débarrasser du chien, car il savait que l'animal ne chassait pas seulement les moutons et les poules, et s'échappait souvent dans la forêt pour attraper un lièvre ou un jeune coq des bois. Le chien, petit et noir, avait le poitrail et les pattes de devant jaunes. Il s'appelait Car et était si intelligent qu'il comprenait tout ce que disaient les hommes. Lorsque le garde l'emmena à travers la forêt, il se rendit très bien compte de ce qui l'attendait, mais il n'en laissa rien voir. Il ne penchait la tête, ni ne mettait la queue entre les jambes. Il paraissait aussi insoucieux que d'ordinaire. Ne traversait-on pas la forêt où il avait été l'épouvante de tous les petits animaux qui y demeurent ? On serait content partout dans la broussaille, se disait-il, si l'on savait ce qui m'attend. Il se mit à agiter la queue et à pousser un aboiement joyeux pour qu'on ne se doutât de rien. Mais soudain, il changea d'allure. Il tendit le cou et leva la tête comme pour hurler. Et au lieu de trotter à côté du garde, il resta en arrière. On voyait qu'une idée désagréable l'avait frappé. L'été commençait à peine. Les élans venaient de mettre au monde leurs petits. Et la veille au soir, Car avait réussi à séparer de sa mère un jeune élan qui ne pouvait avoir que 5 jours et à le chasser vers un marais. Là, il l'avait poursuivi de tertre en tertre, non pour s'en emparer, mais simplement pour le plaisir de voir sa frayeur. La mère, qui savait qu'à cette époque de l'année, peu de temps après le dégel du sol, le marais était sans fond et ne pouvait porter un grand animal comme elle, resta aussi longtemps que possible sur la terre ferme. Mais comme son petit s'éloignait de plus en plus, elle se risqua tout à coup dans le marais, chassa à son tour le chien, rappela son petit et retourna vers la terre. Les élans sont plus habiles que tous les autres animaux à avancer dans les marais et à éviter l'enlisement. Les deux bêtes semblaient sur le point de se tirer d'affaire. Mais, arrivé près de la rive, un tertre sur lequel l'élan femelle venait de poster le pied s'enfonça dans la vase et elle le suivit. Elle essaya en vain de reprendre pied et s'embourba de plus belle. Car regardait, sans oser respirer. Voyant que l'élan était perdu, il se sauva au plus vite. Il comprenait qu'une raclée terrible l'attendait si on découvrait qu'il avait causé la mort d'un élan. Il eut tellement peur qu'il n'osa s'arrêter de courir qu'à la maison. Telle est l'aventure que Car venait de se rappeler. Aucun de ses anciens méfaits ne l'avait ainsi affligé. Il n'avait voulu de mal ni à l'élan femelle, ni à son petit, mais il était cause de leur mort. Peut-être d'ailleurs ne sont-ils pas morts, songea-t-il tout à coup. Ils se sont peut-être sauvés. Il eut un désir violent de savoir. Le garde ne tenait pas la laisse très fort. Car fit un brusque écart et la laissa tomber. Car se sauva à travers la forêt, dans la direction du marais. Il était loin quand le garde voulut le mettre en joue. Le garde courut derrière lui, il le rejoignit dans le marais, debout sur un tertre à quelques mètres de la terre ferme, hurlant de toutes ses forces. Curieux d'apprendre ce qui se passait, il s'avança en rampant à 4 pattes sur la glace. Bientôt, il découvrit un élan femelle étouffé dans la vase. Tout auprès, son veau était couché. Il vivait encore, mais ne pouvait bouger tant il paraissait épuisé. Car se penchait sur lui, et tantôt hurlait pour appeler du secours, tantôt le léchait. Le garde tira à terre le petit animal,
Le chien était comme fou de bonheur. Il sautait autour du garde en jappant et lui léchait les mains. Le garde emporta le petit veau et l'enferma dans son étable. Il dut ensuite appeler du monde pour retirer le grand élan du marais. Il ne se rappela que plus tard qu'il devait fusiller Car. Il l'appela et se dirigea de nouveau vers la forêt. En route, il sembla cependant changer d'avis, car tout à coup il rebroussa chemin et s'achemina vers le château. Car l'avait suivi tranquillement, mais voyant qu'on le reconduisait à la maison du maître, il s'inquiéta. Sans doute, le garde avait compris que lui, Car, était cause de la mort de l'élan, et maintenant, on le fouetterait avant de le tuer. Or, être fouetté semblait à Car la pire des choses. Il perdit courage. La tête pendante, il fit semblant de ne reconnaître personne. Le maître était sur le perron. Car se fit tout petit et se blottit derrière les jambes du garde lorsque celui-ci commença à parler des élans. Mais le garde ne présenta point l'histoire de la manière que redoutait le chien. Il fit l'éloge de Car. Car avait su que les élans étaient en danger et avait voulu les sauver. « Que monsieur me pardonne, termina-t-il, mais je ne puis tuer ce chien. » Car redressa les oreilles. Avait-il bien entendu ? Bien qu'il ne voulût point montrer son inquiétude, il ne put s'empêcher de pousser un petit jappement plaintif. Était-il possible que le simple fait d'avoir voulu sauver les élans lui valût la vie sauve ? Le maître fut aussi d'avis que Car s'était bien conduit, mais comme il ne voulait pas le garder, il hésita sur le parti à prendre. « Si vous voulez vous en charger et me garantir qu'il ne fera plus de sottises, je veux bien lui laisser la vie, dit-il enfin. Le garde accepta, et voilà comment Car vint habiter la maison forestière. La fuite de Poil Gris. Dès lors, Car cessa complètement de braconner, beaucoup moins par peur que par désir de ne pas fâcher le garde qui lui avait sauvé la vie et à qui il s'était tout de suite attaché. Il le suivait partout. Lorsque le garde faisait un tour, Car le précédait pour surveiller la route. Et lorsqu'il restait à la maison, Car, couché devant la porte, inspectait tous ceux qui allaient et venaient. Lorsque tout était calme, que nul pas ne retentissait sur la route et que le garde s'occupait de sa pépinière et de ses carrés de légumes, Car allait jouer avec le petit élan. Au début, Car n'avait point eu envie de s'occuper de lui, mais comme il suivait son maître partout, il l'accompagnait aussi à l'étable, aux heures où l'on apportait du lait aux petits. Car s'asseyait devant le box et regardait boire l'élan. Le garde lui avait donné le nom de Poil Gris, car il ne trouvait pas que l'élan méritât un plus beau nom, et Car était parfaitement de cet avis. Chaque fois qu'il le voyait, il pensait qu'il n'avait jamais rien vu de plus laid et de plus mal bâti. Le petit élan avait de longues pattes dégingandées, si mal attachées qu'on l'eût dit monter sur des échasses. La tête était énorme, vieille et ridée, et penchait toujours d'un côté ou de l'autre. La peau, trop lâche, formait des plis et des bourrelets, comme une pelisse trop grande. Il avait toujours l'air triste et découragé. Mais chose étrange, dès qu'il apercevait Car, il se levait rapidement, comme content de le voir. Le petit animal semblait mal à l'aise. Il ne grandissait pas, et son état empirait tous les jours. À la fin, il ne se levait plus, même en voyant venir Car. Le chien sauta alors dans le box. Une petite étincelle s'alluma dans les yeux de la pauvre bête. Désormais, Car fit tous les jours une visite à l'élan. Il passait des heures auprès de lui, le léchant, jouant et s'ébattant avec lui, et lui enseignant ce qu'il faut que sache un animal de la forêt. Or, il arriva ceci de remarquable que l'élan se mit bientôt à prospérer et à grandir. Il grandit si vite qu'au bout de 2 semaines, il ne pouvait plus entrer dans le box des veaux et qu'on dut le transporter dans un petit pâturage fermé. 2 mois plus tard, il avait des pattes si hautes qu'il pouvait sans difficulté escalader l'enclos. Le garde eut alors l'autorisation de lui construire une haute palissade autour d'un petit bois où l'élan vécut plusieurs années et devint un animal superbe. Car lui tenait fréquemment compagnie.
non plus par pitié, mais par affection. L'élan restait toujours mélancolique et semblait indolent et inerte. Seul Car savait l'amuser et le faire jouer. Poil-Gris était depuis 5 ans chez le garde forestier lorsque le propriétaire du domaine reçut une lettre du jardin zoologique de l'étranger qui demandait à acheter l'animal. Le garde en fut désolé, mais il n'avait point voix au chapitre. La vente de l'élan fut résolue. Car apprit vite ce qui se préparait et courut en instruire son ami. Le chien s'affligeait à l'idée de le perdre, mais l'élan accepta son sort avec calme et ne sembla ni content ni mécontent. « Et tu penses te laisser emmener sans résistance ?» demanda Car. « À quoi bon résister ?» répliqua l'élan. « Il est certain que j'aimerais mieux rester où je suis, mais si je suis vendu, on m'emmènera quand même. » Car regarda longuement l'élan, le mesurant des yeux. On voyait qu'il n'avait pas encore atteint toute sa taille. Il n'avait pas les bois aussi larges, la bosse aussi haute, ni la crinière aussi drue que les élans mâles adultes. Mais il n'en était pas moins assez fort pour défendre sa liberté. On voit qu'il a vécu toute sa vie en captivité, pensa Car, mais il ne dit rien. Car ne retourna voir l'élan qu'après minuit, à l'heure où il savait que Poil-Gris, après un bon somme, prenait son premier repas. « Tu as raison, Poil-Gris, de te laisser emmener, dit-il. Tu seras gardé dans un grand jardin et tu auras une vie sans souci. Il est seulement dommage que tu quittes le pays sans avoir vu la forêt. Tu sais la devise de ta famille. Les élans et la forêt font un. Et toi, tu n'as même pas vu la forêt. » L'élan leva la tête de dessus le trèfle qu'il mangeait. « J'aurais volontiers vu la forêt, mais je ne puis sortir de mon enclos, dit-il, avec son indolence coutumière. En effet, c'est impossible quand on a les pattes aussi courtes, dit Car. L'élan le regarda sous cape. Car, tout petit qu'il était, sautait la palissade plusieurs fois par jour. Poil-Gris s'approcha de la clôture, fit un bond, et sans bien savoir comment c'était arrivé, se trouva libre. Car et Poil-Gris s'acheminèrent vers la forêt. C'était une belle nuit de clair de lune, à la fin de l'été, mais sous bois, il faisait assez sombre. L'élan marchait très lentement. « Peut-être vaut-il mieux revenir, dit Car. Tu n'as pas l'habitude de la forêt, et tu pourrais te casser les pattes. » L'élan fit semblant de ne pas entendre, mais il accéléra sa marche et redressa la tête. Car mena l'élan dans une partie de la forêt où poussaient d'énormes sapins si serrés que le vent ne pouvait les pénétrer. « C'est ici que les membres de ta famille s'abritent de la tempête et du froid, dit Car. Ils passent l'hiver en plein air. Tu seras mieux logé. On te mettra dans une étable comme un bœuf. » Poil-Gris ne dit rien. Il s'était arrêté et humait avec délice la forte senteur résineuse des aiguilles de pin. « As-tu encore quelque chose à me montrer ?» dit-il enfin. « Ou avons-nous tout vu ?» Car le conduisit à un grand marais et lui en montra les tertres et les fondrières. C'est à travers ce marais que les élans se sauvent lorsqu'ils sont pourchassés, dit Car. Je ne sais comment ils font, si grands et si lourds, mais ils ne s'enlisent pas. Tu ne pourrais pas marcher sur un terrain aussi dangereux. Mais heureusement, tu n'auras pas besoin d'essayer, car tu ne seras jamais poursuivi par des chasseurs. Poil-Gris ne riposta pas, mais d'un bond, il s'élança vers le marais. Il fut heureux de sentir trembler sous lui les tertres et courut en tous sens parmi les fondrières, puis revint auprès de Car. « Avons-nous vu toute la forêt ?» fit-il. « Non, pas encore, » répondit Car. Il conduisit l'élan vers la lisière où poussaient de beaux arbres feuillus, chênes, trembles, tilleuls. « C'est ici que ceux de ta race viennent manger des feuilles et de l'écorce, » dit Car. « Ils considèrent cela comme un régal. Mais tu auras à l'étranger une bien meilleure nourriture. » L'élan regarda avec admiration les arbres qui tendaient au-dessus de lui leurs dômes verts. Il goûta les délices des chênes et l'écorce des trembles. « C'est bon et amer, dit-il. Ça vaut mieux que le trèfle. »« Au moins, tu en auras goûté une fois, dit le chien. » Là-dessus, il mena l'élan à un petit lac, dont l'eau dormante reflétait des rives enveloppées de légers brouillards vaporeux. Poil-Gris s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est ?»
s'écria-t-il. Il n'avait jamais vu de lac. C'est une grande eau, répondit Car. Ton peuple a l'habitude de la traverser à la nage, de rive en rive. Tu ne saurais probablement pas le faire, mais tu pourrais bien prendre un bain. Ce disant, Car se jeta à l'eau et se mit à nager. Poil Gris restait à terre un bon moment, mais finit par suivre le chien. Quand l'eau fraîche enveloppa mollement son corps, il ressentit une volupté qui le fit haleter. Il voulut plonger son dos dans le lac et s'éloigna de plus en plus de la rive, s'aperçut que l'eau le portait et se jeta à la nage. Il nageait tout autour de Car et semblait dans son élément. Lorsqu'il fut remonté sur la rive, Car lui proposa de rentrer. « Nous sommes loin du matin, » objecta l'élan. « Faisons encore un tour dans la forêt. » Ils s'enfoncèrent de nouveau dans la forêt. Bientôt, ils arrivèrent à une petite clairière éclairée par la lune. L'herbe et les fleurs scintillaient de rosée. Ils paissaient quelques grands animaux. C'était un élan mâle, quelques femelles, 2 jeunes élans et d'autres tout petits. En les apercevant, Poil Gris s'arrêta net. Il donna à peine un regard aux femelles et aux jeunes. Il semblait fasciné par la vue du vieil élan, chef de la tribu, qui portait un bois superbe composé de larges palettes aux nombreux andouillés, et une haute bosse entre les épaules. Un fanon recouvert de longs poils pendait sous sa gorge. « Quel est celui-là » demanda Poil Gris. Sa voix tremblait d'émotion. « Il s'appelle le couronné, » dit Car, « et c'est ton parent. Toi aussi tu auras un jour, comme lui, de larges bois et une crinière. Et si tu étais resté dans la forêt, tu aurais eu plus tard un troupeau à conduire. S'il est de ma famille, je veux le voir de plus près, dit Poil Gris. Je n'aurais jamais imaginé un animal aussi superbe. Il s'approcha du troupeau, mais revint très vite auprès de Car, qui l'avait attendu sous bois. « Je crois qu'on ne t'a pas reçu ?» dit Car. « Je lui ai dit que c'était la première fois que je voyais des parents, mais il m'a menacé de ses cornes. »« Tu as bien fait de te retirer, » dit Car. « Un jeune comme toi, qui n'a encore que ses premiers andouillés, fait bien de ne pas se mesurer avec les vieux élans. Un autre serait devenu la chanson de la forêt entière s'il avait cédé sans résistance. Que t'importe, à toi qui ne resteras pas ici, mais qui ira habiter l'étranger. » Car avait à peine achevé que Poil Gris lui tourna le dos et retourna vers la clairière. Le vieil élan se porta au-devant de lui, et la lutte commença. Ils croisaient leurs bois et poussaient de toute leur force. Poil Gris dut reculer à travers toute la clairière. Il ne semblait pas savoir se servir de sa force, mais arrivé à la lisière du bois, il enfonça plus fermement ses pieds dans le sol, s'y arc-bouta, donna un effort vigoureux et réussit à son tour à repousser l'adversaire. Il luttait en silence, mais le vieil élan soufflait et reniflait. Tout à coup, un craquement se fit entendre. C'était un andouillet qui se cassait dans le bois du vieil élan. Il se dégagea brusquement et se sauva dans la forêt. Car attendait son ami sous les arbres. « Maintenant, tu as vu ce qu'il y a dans la forêt ?» dit-il, quand Poil Gris reparut. « Veux-tu que nous rentrions ?»« Oui, rentrons, il est l'heure, » répondit l'élan. Ils cheminèrent en silence. Car soupira plusieurs fois, comme s'il était déçu. Poil Gris marchait la tête haute, content de son aventure. Il avança sans hésitation jusqu'à l'enclos, mais là, il s'arrêta. Il parcourut des yeux l'étroit espace où il avait vécu, vit le sol piétiné, le foin fané, la petite auge où il avait bu, et le sombre hangar où il avait dormi. « Les élans et la forêt font un !» cria-t-il. Puis, il rejeta la tête en arrière et s'enfuit précipitamment vers la forêt. La mort de Poil Gris. Un après-midi, Aka de Kabnekaïs et sa bande vinrent s'abattre sur la rive d'un lac dans la forêt. Elles étaient encore dans le Kolmarden, mais en Sudermanie. Le printemps était en retard, comme toujours dans les montagnes. La glace couvrait encore le lac, sauf une mince bande d'eau libre, le long de la terre. Les oies se précipitèrent dans l'eau pour se baigner et pour chercher de la nourriture. Niels Holgersson, qui le matin avait perdu un sabot,
courut entre les aulnes et les bouleaux de la rive, cherchant quelque chose à rouler autour de son pied. Il dut aller assez loin pour trouver ce qu'il cherchait. Enfin, il aperçut un lambeau d'écorce de bouleau. Il l'ajustait autour de son pied quand il entendit derrière lui un froissement de feuilles sèches. Il se retourna et aperçut un serpent qui venait droit sur lui. Il était très long et très gros, mais Niels vit qu'il avait une tache claire sur chaque joue et resta immobile. « Ce n'est qu'une couleuvre, pensa-t-il. Elle ne saurait me faire du mal. » Mais la couleuvre lui porta à la poitrine un coup violent qui le renversa. Niels sauta sur ses pieds et se sauva. La couleuvre le poursuivit. Le sol était pierreux et broussailleux, mais le gamin n'avançait pas vite. Aussi, apercevant un roc escarpé, se mit-il à l'escalader. Une fois en haut, il se retourna et vit que l'animal essayait de le suivre. À côté du gamin, au sommet du roc, il y avait une pierre presque ronde, grosse comme une tête d'homme, posée tout au bord de la pente et qui semblait branlante. En voyant s'approcher la couleuvre, Niels courut derrière cette pierre et la poussa. La pierre roula droit sur la couleuvre, l'entraîna et resta sur la tête de l'animal. « Ah, me voilà sauvé !» pensa Niels en poussant un soupir, lorsqu'il vit le serpent faire quelques mouvements brusques, puis demeurer immobile. « Je crois que je n'ai pas couru de pire danger pendant mon voyage. » À peine s'était-il ressaisi qu'il entendit un bruissement d'ailes et vit un oiseau descendre se poser près de la couleuvre. Cet oiseau avait la taille et l'allure d'une corneille, mais il avait une robe toute noire d'un éclat métallique. Le gamin se cacha prudemment dans une crevasse. Il gardait encore le souvenir très vif de son aventure avec les corneilles. L'oiseau noir fit, à longues enjambées, le tour du cadavre et le poussa un peu du bec. Enfin, il battit 2 ou 3 fois des ailes et cria d'une voix suraiguë. « C'est sans défense, la couleuvre, que je trouve morte ici !» Encore une fois, il en fit le tour, puis il s'arrêta et sembla réfléchir profondément en se grattant la nuque avec la patte. « Ce n'est pas possible qu'il y ait dans la forêt 2 serpents de cette taille, » dit-il enfin. « Ce ne peut être qu'elle. » Il sembla sur le point d'enfoncer son bec dans le corps du serpent, mais tout à coup il s'arrêta. « Ne fais pas la bête, Bataki, » murmura-t-il. « Comment peux-tu songer à manger la couleuvre avant d'avoir appelé Issachar ? Il ne voudra pas croire que sans défense, son ennemie soit morte s'il ne l'a pas de ses yeux vus. » Niels s'efforçait de garder son sérieux, mais l'oiseau était si ridiculement solennel, allant et venant et se parlant à lui-même, que le gamin ne put s'empêcher d'éclater de rire. L'oiseau l'entendit. D'un coup d'aile, il fut sur le rocher. Niels se leva et alla au-devant de lui. « N'est-ce pas toi qui t'appelles Bataki, le corbeau, et qui est l'ami d'Aka de Kebnekaïs ?» demanda-t-il. L'oiseau le fixa, puis hocha 3 fois de la tête. « Serait-ce toi qui vole en compagnie des oies sauvages et qu'on appelle Poussé ?»« C'est bien moi, » acquiesça Niels. « Quelle chance de t'avoir rencontré ! Tu pourras peut-être me dire qui a tué cette couleuvre ?»« C'est la pierre que j'ai fait rouler sur elle qui l'a écrasée, » dit Niels, et il raconta ce qui était arrivé. « C'est très bien, pour un petit bonhomme comme toi, » dit le corbeau. « J'ai un ami par ici qui sera bien heureux d'apprendre la mort de cette couleuvre, et je serai content de pouvoir à mon tour te rendre service. » Bataki avait détourné la tête et prêtait l'oreille. « Écoute, » dit-il, « car n'est pas loin, comme il sera heureux. » Niels écouta à son tour. « Il cause avec les oies sauvages ? Il se sera traîné sur la rive pour avoir des nouvelles de Poil Gris. » Le gamin et le corbeau se dirigèrent en hâte vers la rive. Toutes les oies étaient sorties de l'eau et avaient engagé conversation avec un vieux chien, si cassé et si débile qu'on s'attendait à chaque instant à le voir tomber mort. « Voilà car, » dit Bataki à Niels, « laisse-le d'abord entendre le récit des oies. Ensuite, nous lui dirons que la couleuvre est morte. » Aka parlait. « C'était, comme je dis, lorsque nous faisions notre dernier voyage de printemps. Nous étions partis, Ixi, Kaxi et moi, un matin, du lac Siljan
en Dalecarlie et nous traversions les grandes forêts de la frontière entre la Dalecarlie et le Hälsingland. Nous ne voyions au-dessous de nous que les arbres d'un vert sombre. La neige était encore épaisse, les rivières gelées avec quelques trous noirs par-ci par-là. Le long des rives, la neige avait fondu. Tout à coup, nous avons aperçu 3 chasseurs qui s'avançaient par la forêt. Ils glissaient sur des skis, menaient des chiens en laisse, mais n'avaient pas de fusil. La surface de la neige était très dure et ferme, aussi ne suivaient-ils pas les chemins tortueux, mais allaient droit devant eux. Ils paraissaient bien savoir où ils allaient. Nous volions très haut et nous découvrions toute la forêt. Ayant vu les chasseurs, nous eûmes envie de voir le gibier. Nous fîmes quelques tours au-dessus de la forêt, en regardant bien entre les arbres. Tout à coup, dans un épais fourré, nous avons aperçu quelque chose qui ressemblait à de grosses pierres moussues. Ce ne pouvait être des pierres, puisqu'il n'y avait pas de neige dessus. Nous nous sommes laissés tomber au milieu du fourré. Les 3 blocs de pierre remuèrent. C'étaient 3 élans, un mâle et 2 femelles. Le mâle se redressa à notre approche. Je n'ai jamais vu de plus grand ni de plus bel animal. Constatant que ce n'étaient que 3 pauvres oies sauvages qui l'avaient éveillé, il se recoucha. « Non, non, vieux père, ne vous rendormez pas, lui dis-je. Sauvez-vous au plus vite, il y a des chasseurs dans la forêt, et ils se dirigent droit par ici. » Je vous remercie, mère Loi, mais vous savez bien que la chasse à l'élan est défendue à cette époque. Ces chasseurs-là sont sortis pour traquer le renard. Il y avait partout des traces de renard, mais les chasseurs n'y ont point fait attention, croyez-moi. Ils savent où vous vous tenez, et ils viennent pour vous tuer. Ils sont partis sans fusil, armés de couteaux et d'épieux, parce qu'ils n'osent pas tirer de coups de fusil à cette époque de l'année. L'élan demeura calme, mais les 2 femelles commencèrent à s'inquiéter. « Les oies ont peut-être raison ?» hasardèrent-elles en se levant à moitié. « Restez donc tranquille, dit le mâle. Il ne viendra pas de chasseurs par ici, vous pouvez en être sûr. » Il n'y avait rien à faire. Nous nous envolâmes, mais sans nous éloigner de cet endroit. D'ailleurs, nous étions à peine arrivés à notre hauteur ordinaire que nous vîmes l'élan mâle sortir du fourré. Il flairait autour de lui, puis alla droit vers les chasseurs. En marchant, il piétinait des branches sèches qui se brisaient en craquant. Un grand marais découvert se trouva sur son chemin. Il alla s'y poster, bien en vue, tout au milieu. Il y resta jusqu'au moment où les chasseurs débouchèrent de la forêt. Alors il bondit et se sauva, mais non dans la direction d'où il était venu. Les chasseurs lâchèrent les chiens et coururent rapidement après lui sur leurs skis. L'élan, la tête renversée sur son dos, courait à toute vitesse. La neige volait en tourbillons autour de lui. Chiens et chasseurs restèrent bien loin en arrière. Alors il s'arrêta, comme pour les attendre, puis lorsqu'ils furent en vue, il reprit sa course. Nous avons compris qu'il voulait entraîner les chasseurs loin de l'endroit où étaient les femelles. La chasse dura ainsi 2 ou 3 heures. Nous nous étonnions de voir les chasseurs s'obstiner à poursuivre un pareil coureur, puisqu'il n'avait pas de fusil. Croyaient-ils donc pouvoir le lasser ? Mais alors nous avons remarqué que l'élan ne fuyait plus aussi vite. Il posait les pieds plus prudemment sur la neige. Quand il les relevait, il laissait des traces de sang. Et nous avons compris pourquoi les chasseurs ne se décourageaient pas. Ils comptaient sur la neige. L'élan était lourd, à chaque pas il s'enfonçait, et la surface durcie de la neige lui frottait les jambes, enlevant les poils et la peau. Les chasseurs, sur leurs skis, et les chiens, qui étaient assez légers pour courir sur la surface gelée, le poursuivaient toujours. L'élan fuyait, mais ses pas se firent plus incertains. Il trébuchait et soufflait violemment. Il souffrait cruellement et s'épuisait de fatigue dans la neige épaisse. Enfin, il perdit patience. Il s'arrêta pour laisser les chiens et les chasseurs s'approcher et pour lutter avec eux. Tout en attendant, il jeta un regard vers le ciel et nous aperçut. « Attendez donc la fin, oies sauvages !» cria-t-il. « Quand vous traverserez la forêt de Kolmarden, cherchez Car, le chien, et dites-lui que son vieil ami Poil Gris a eu une belle mort. » À ce moment du récit, le vieux chien se leva et alla près d'Aka. «
Poil gris a mené une bonne vie, dit-il. Il me connaît. Il sait que je suis un chien brave et que j'aimerais apprendre qu'il a eu une belle mort. Raconte-moi maintenant. Il redressa sa queue et leva la tête pour se donner un maintien fier et courageux, mais s'affaissa vite. « Car ! Appela en ce moment une voix humaine dans la forêt. Le vieux chien se releva de nouveau. « C'est mon maître qui m'appelle, dit-il, et je ne veux pas tarder. Je l'ai vu tout à l'heure charger son fusil. Nous allons une dernière fois dans la forêt, lui et moi. Je te remercie, oie sauvage. Je sais maintenant tout ce que j'ai besoin de savoir pour m'en aller satisfait vers la mort. » Chapitre 21. La débâcle des glaces. Jeudi 28 avril. C'était le matin, de très bonne heure. Les deux petits Smalandais, Asa la gardeuse d'oie et le petit Mats, cheminaient sur la route qui de Sudermanie mène en Erk. Cette route court le long de la rive sud du lac Gelmar, et les enfants regardaient la glace qui couvrait encore la plus grande partie du lac. Le soleil du matin y répandait sa claire lumière, et la glace n'avait point l'aspect sombre et traître qu'on lui voit souvent au printemps, mais luisait, blanche et attirante. Aussi loin qu'on pouvait voir, elle paraissait ferme et sèche. La pluie, qui était tombée abondamment la veille, s'était écoulée dans les fentes et les crevasses, ou avait été absorbée par la glace même. Les enfants ne voyaient qu'une surface splendide. Asa, la gardeuse d'oie, et le petit Mats étaient en route vers le nord. Ils songeaient à tous les pas qu'ils s'épargneraient s'ils pouvaient traverser le grand lac au lieu d'en faire le tour. Ils n'ignoraient pas qu'il est dangereux de se fier à la glace du printemps, mais celle-ci paraissait parfaitement solide. On voyait qu'elle avait près de la rive plusieurs pouces d'épaisseur, on y voyait aussi un chemin, et l'autre bord du lac semblait si proche qu'une heure devait suffire pour l'atteindre. « Essayons, » proposa le petit Mats. « Si seulement nous faisons attention à ne pas nous jeter dans un trou, je crois que ça ira très bien. » Ils s'engagèrent sur le lac. La glace n'était pas très glissante, mais agréable aux pieds. Il y avait pourtant un peu plus d'eau qu'ils n'avaient cru. Par endroits, la glace était poreuse et laissait passer l'eau avec un glou-glou. C'étaient des endroits à éviter. Mais rien n'était plus facile en plein jour par ce beau soleil. Les enfants avançaient vite, sans fatigue, en se félicitant de leur bonne idée qui leur permettrait d'éviter le grand détour par des chemins détrempés. Ils arrivèrent près de l'île Vinaude. Une vieille femme les aperçut de sa fenêtre. Elle sortit en hâte, leur fit des signes désespérés des deux bras et leur cria quelque chose qu'ils n'entendirent pas. Ils comprirent pourtant qu'elle les avertissait de ne pas continuer leur promenade. Mais eux, qui étaient sur la glace, voyaient bien qu'il n'y avait pas de danger. Ça aurait été stupide de quitter la glace lorsqu'on était en si bon chemin. Ils dépassèrent donc l'île et trouvèrent devant eux une vaste étendue, large d'au moins 2 ou 3 lieues. Il y avait là des flaques d'eau si grandes qu'il fallait les contourner. Ils s'en amusèrent. C'était à qui trouverait les meilleurs passages. Ils ne sentaient ni la faim, ni la fatigue. Parfois, en regardant l'autre rive, ils s'étonnaient de la voir encore si éloignée, bien qu'ils eussent déjà marché une bonne heure. « Je crois que la rive recule, » dit le petit Mats. Rien sur cette grande plaine de glace ne les abritait plus du vent d'ouest, qui, à chaque minute, augmentait de violence et plaquait leurs vêtements contre leur corps de façon à rendre assez pénible la marche. Ce vent froid et pénétrant était le premier désagrément qu'ils eussent rencontré. Une chose les étonnait beaucoup. Le vent arrivait avec un grand bruit, comme s'il avait apporté le vacarme d'un vaste moulin ou d'une usine. D'où ce fracas pouvait-il bien venir ? Ils avaient passé à gauche d'une grande île, et il leur semblait qu'ils approchaient enfin de la côte septentrionale. Mais en même temps, le vent devenait plus gênant, et le grand bruit augmentait. Tout à coup, ils crurent comprendre que ce vacarme était produit par des vagues courant se briser parmi l'écume contre un rivage. Mais comment était-ce possible, puisque le lac était encore couvert de glace ? Ils s'arrêtèrent cependant et regardèrent autour d'eux. Alors ils aperçurent, très loin à l'ouest, une basse muraille blanche qui coupait le lac de part en part. Au premier abord, ils la prirent pour un amoncellement de neige bordant un chemin. Mais ils comprirent vite
que c'était l'écume des vagues lancée contre la glace. À cette vue, ils se prirent par la main et commencèrent à courir sans mot dire. Le lac était ouvert, là-bas, à l'ouest, et ils avaient cru voir que la ligne blanche avançait rapidement vers l'est. La glace allait-elle se rompre partout? Ils se sentaient en danger. Tout à coup, la glace leur sembla se soulever juste à l'endroit où ils couraient. Elle se soulevait, puis retombait, comme poussée par en dessous. En même temps, ils entendirent un coup sourd qui partait de la glace, et des craquelures rayonnèrent en tous sens. Ils pouvaient les voir parcourir la surface. Un moment de calme suivit. Puis, de nouveau, ce soulèvement et cette chute lente. Les craquelures s'élargirent en fentes à travers lesquelles l'eau sourdait. Puis les fentes devinrent des crevasses et la glace se divisa en grands bancs flottants. « Hasard !» dit le petit Mats. « C'est la débâcle !»« Oui, c'est la débâcle, mais nous pouvons encore atteindre la terre. Courons, vite !» En effet, les vagues et le vent avaient encore fort à faire pour débarrasser le lac de la glace. Le plus difficile était fait, quand la couche de glace avait éclaté. Mais tous les grands bancs devaient aussi être brisés en morceaux. Les morceaux devaient être émiettés, pulvérisés, fondus. Il y avait encore de grands champs de glace épaisses et fermes. Ce qui augmentait le péril pour les enfants, c'est qu'ils ne découvraient pas un vaste horizon. Ils ne pouvaient pas voir où les crevasses les empêcheraient de passer. Ils erraient au hasard et s'éloignaient de la terre au lieu de s'en rapprocher. Égarés, épouvantés devant la glace qui se craquelait et se fendait, ils s'arrêtèrent enfin et se mirent à pleurer. À ce moment, un triangle d'oies sauvages passait en un vol qui ressemblait à un sifflement. Elles criaient et caquetaient. Les enfants crurent entendre au milieu de ce caquetage les mots « Allez à droite, à droite, à droite !» Ils suivirent le conseil. Mais bientôt, ils durent de nouveau s'arrêter, interdits, devant une large crevasse. De nouveau, ils entendirent crier les oies et ils distinguèrent les mots « Attendez où vous êtes ! Attendez où vous êtes !» Les enfants n'échangèrent pas un mot, mais obéirent. Bientôt, les bancs de glace se rejoignirent, de sorte qu'ils purent franchir la crevasse. De nouveau, ils se donnèrent la main pour courir. Cet étrange secours ne les effrayait pas moins que le danger. Dès qu'ils hésitèrent de nouveau, la voix se fit entendre. « Droit devant vous! Droit devant vous !» Cela continua pendant une demi-heure. Enfin, ils atteignirent la pointe de l'Unger et purent quitter la glace et gagner la terre à travers l'eau peu profonde. Arrivés sur le sol ferme, ils ne s'arrêtèrent même pas, tant la peur les harcelait, pour regarder le lac où les vagues commençaient à culbuter les blocs de glace. Ce ne fut qu'après un moment qu'Asa s'arrêta. « Attends un peu ici, petit Mats, dit-elle. J'ai oublié quelque chose. » Elle courut vers la rive, se mit à fouiller dans son sac et en retira un petit sabot qu'elle posa sur une pierre, bien en évidence. Puis elle rejoignit vite son frère. À peine eut-elle tourné le dos qu'une grande oie blanche piqua droit sur la pierre, s'empara du sabot et remonta aussi rapidement. Bonjour et bienvenue sur le nouveau vlog lecture sur le merveilleux voyage de Selma Lagerlöf. Pour ceux qui notent sur Goodreads ou ailleurs, on est maintenant à 60% du livre. Donc le prochain chapitre à lire sera le 22 sur 36 et on a lu les chapitres 17 à 21 inclus. Je suis tout ébouriffée, moi, dis donc. C'est le vent sur la glace, ça ébouriffe. J'ai pas voulu m'arrêter sur le précédent chapitre qui était un petit peu tristou quand même avec l'histoire de Poil Gris et de Car qui vont mourir tous les deux. Il y a un peu plus lumineux comme histoire.
Mais bref, on a lu d'abord le chapitre 17. Ah, le chapitre 17, c'était assez rigolo. On était sur du voyage encore du Taberg à Huxvarna, avec une figure un peu répétitive de où allez-vous et là où il n'y a pas ce que vous êtes. Donc les oies qui survolent différents paysages, différentes usines, etc. Et Niels qui répond aux ouvriers, aux fermiers, qui demandent où allez-vous, qu'ils vont là où, en gros, là où n'est pas la place de ce qu'ils demandent. C'était un truc tout mignon, un petit, où ouais, il y avait une description. Enfin, le conte là sert la description. Et je trouvais ça, c'était joli. Ça faisait un peu comptine. Le chapitre 18, c'était Niels qui dort. Ça fait un peu Scheherazade en fait. Niels il dort souvent et pouf, ça va commencer une histoire. Il y a deux vieillards qui se racontent quelque chose, donc un pêcheur qui est pauvre et un paysan qui est riche. Et le paysan, il est parti voir une espèce de voyante, une devineresse qui lui dit plein de choses. Et en fait, lui, il n'est satisfait que quand elle lui dit que il y aura toujours, en gros, de la place pour des paysans riches. Comment elle l'avait tourné? Il y aura toujours, jusqu'à la fin du monde en ce pays, des paysans têtus et orgueilleux comme toi. Et c'était ce qu'attendait le vieux paysan. Que y aura des rois, des gens des monastères, des seigneurs, des citadins, etc. Mais que en Ostrogothie, donc dans sa région, il y aura toujours des paysans honnêtes et résistants. Donc lui, il dit pas têtu et orgueilleux. Donc c'est un peu venir louer le travail de la terre. Donc ça se tient, ma foi, hein, parce qu'ils sont dans une région qui a l'air riche de plaines et de champs. Le lait de bure, je trouvais, on était encore sur l'Ostrogothie avec un... Ah bah c'est là qu'il y avait les cochons. Là c'était le dialogue entre les oies et les animaux, alors qu'avant c'était entre Niels et des ouvriers, etc. Et là on est sur de la description qui est un petit peu poétique justement. Et là c'est là que Niels perd son sabot et qu'on a un petit truc sur Asa. On raccroche un peu les wagons avec Asa et Mats. Mais je trouve qu'il est extrêmement bien fait ce roman. Ce roman sous forme de conte. Parce que vous voyez, pour les petits par exemple qui peuvent lire, parce que c'est pour des enfants de primaire hein, ce livre-là. Bon, peut-être à partir de 8 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué pour des plus petits. Mais le fait de reparler de personnages qui deviennent un petit peu récurrents, mais disséminés sur plusieurs chapitres, comme ça, je suis persuadée qu'on va les voir à la fin, ces gamins-là. La petite Asa et Mats. Donc Niels a perdu son sabot. Et là, il y a Asa et Mats qui racontent leur propre histoire et l'histoire du tomte qui a été vu. Donc, voilà. Dans un précédent vlog lecture, peut-être le deuxième ou le troisième, je ne sais plus, je me demandais s'il n'y aurait pas une espèce d'histoire, un petit renouveau de contes autour des tomtes, parce que Niels se fait voir, entre guillemets, dans différents endroits du pays, et que du coup, il y a le bouche à oreille qui va jouer. Je trouvais ça assez poétique. Car et poil gris, j'ai trouvé ça triste. Le vieux chien de chasse, dans le chien de chasse désobéissant qu'on veut aller abattre et qui finalement sauve l'élan, le bébé élan qu'il avait failli tuer. C'était plus ou moins volontaire quand même, mais ouais, c'était... Je trouvais ça mignon, le fait que ils finissent par sauver l'élan. Le fait de sauver le bébé élan, ça lui permet au chien de chasse de se sauver sa propre peau. Il devient copain avec le garde forestier. L'élan, il est élevé et il est vraiment dans un espèce de processus de animal captif et résigné. Je trouve ça hyper triste. Ça me fait penser aux zoos en fait. J'y vais pas souvent, mais j'aime assez voir des animaux qu'on ne peut pas voir ailleurs qu'à la télé. Mais même s'il y a des zoos qui offrent de grands espaces à leurs animaux sauvages,
surtout ceux qui ont besoin de grands espaces. Je pense aux loups par exemple qui ont des territoires qui sont énormes. Ça reste triste quand même. Et je mets bien le fait qui sauve qui là, le chien de chasse qui sauve l'élan, l'élan qui a sauvé le chien de chasse sans faire exprès non plus parce qu'il est tout petit, le chien de chasse qui offre sa liberté, qui rend son identité à l'élan, qui choisit là de rester dans la forêt. Puis on a une espèce de grand flash forward où on a la fin de l'histoire de l'élan qui... Je sais pas s'il était plus vieux, je sais pas combien de temps ça vit un élan, mais qui est adulte, qui protège ses deux femelles, et qui dit à Aka, vous direz à Car que j'ai eu une belle mort. Et Car qui est tout vieux, tout racrapoté, tout ça, qui entend ça. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Car il disait que c'était sa dernière balade en forêt avec le garde forestier et qu'il avait armé son fusil. Ça me fait mal au cœur. Mais oui, mais enfin, c'était un long conte comme ça avec plein de flèches, sur de longues années, et je le trouvais joli, mais je le trouvais un peu trop nostalgique pour finir là-dessus. C'est pour ça que j'ai préféré continuer. Et là, on a l'histoire de la débâcle. Donc, si vous connaissez, moi j'ai découvert un mot il y a quelques années, c'est que le contraire, la débâcle des glaces, c'est quand les glaces se cassent et fondent. Et l'embâcle, c'est le contraire. C'est quand la glace se forme. Donc voilà, j'ai appris un mot. Et la débâcle, on est vraiment sur, de nouveau, la gardeuse d'oie et Mats et Asa. Du coup, elle a compris que le petit sabot qu'ils ont ramassé, ils avaient déjà compris ça avant, appartient bien à Nils vu que c'était écrit dessus. Et elle sait que c'est lui qui les a sauvés. Et elle laisse un petit sabot pour le remercier. Mais il n'empêche, donc Asa et Mats, Asa est un peu plus jeune que Nils. Nils, il a 14 ans. Asa, je crois qu'elle en a 12. Mats, il est plus petit. Il a quoi? Il a 10 ans, il a 8 ans. Vous imaginez? Là, on était... c'est en 1800 et quelques, je ne sais plus quand exactement. Je crois qu'on est sur la fin du 19e siècle. Il y a une gamine de 12 ans et son petit frère de 8-10 ans qui vont tout seuls parcourir de grandes distances pour retrouver du boulot. Au secours! Est-ce que vous laissez vos enfants de cet âge-là prendre le bus? Ça dépend où on habite, hein. Mais c'est... Ouais, je trouve ça triste, quoi, cette pauvreté, et puis ces gamins-là qui étaient... Parce que oui, on est sur un roman, et un roman vachement inspiré des contes, mais est-ce que... J'ai mon chat qui fait des bêtises. Est-ce que des histoires un peu à la Oliver Twist et compagnie, les gamins des rues à Londres, les réguliers de Baker Street qui aidaient Sherlock Holmes, est-ce que ça part un gros fond de vérité? Ces gosses qui étaient tellement dans la pauvreté qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et puis là, Asa et Matt, ils sont en pleine forêt, ils vont sur un lac qui dégèle, mais ils s'en sont pas rendus compte. Ils sont tout seuls. Et moi, ça me rend triste. Ça me rend triste pour ces pauvres gamins. Donc le chapitre suivant sera toute fin avril, ça sera la Delle et Carly, le soir de la Sainte Valborg. J'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est une très belle découverte. Si vous connaissez d'autres romans un peu très inspirés de contes comme ça, moi j'aime bien. Donc n'hésitez pas à balancer vos bails. J'ai regardé si c'est livre de droit, livre de traduction, etc. Et ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une très belle découverte. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je sais plus où je l'avais chopé, lui. J'avais dû choper chez Auchan. Parce que c'est mon... Oh! Cette vidéo, quand elle sera parue, j'aurai normalement reçu
Je vous fais un instant pub. En général, mon dealer de livres, entre guillemets, c'est le rayon occasion de chez Auchan. Parce que je suis pauvre, mais parce que aussi travailler, acheter d'occasion, ça permet de trouver des bouquins qu'on va plus retrouver forcément dans le commerce non plus. Enfin, dans le commerce en neuf, parce que c'est plus édité, parce que c'est vieux, que ça n'a pas eu forcément un gros succès, etc. Et j'en avais trouvé aussi un bon plan aussi, c'est encore plus fouillis, c'est Secours Pop. Au vide-grenier aussi, un magasin. Et en fait, là, j'ai découvert Gilbert Joseph, qui était un magasin en ligne un peu de type recycle-livre, sauf que je pense que Gilbert Joseph, ils font pas que de l'occasion. Et là, il y avait du déstockage sur de l'occasion. Alors, autant dire que j'ai voulu atteindre les 30 balles, 30,01 euros, 30 euros, pour avoir 1 centime de frais de livraison. J'ai acheté des livres de 90 centimes à 4,40 € pour le plus cher. C'est que des... Il me semble que ce sont que des poches. J'ai un peu de tout, j'ai voulu varier les trucs. J'ai passé des heures à éplucher le site. Et bien j'en ai commandé, normalement il aurait dû en avoir 26, sauf qu'il y en a un qui n'était plus dispo. Donc je vais recevoir 25 livres. Donc ça va faire un book haul qui va être très long. Mais bon, il y a des trucs comme des biographies, je vais pas lire le résumé forcément, ou des bouquins un peu techniques, un peu études littéraires, etc. Mais je vous présenterai ça bientôt. Mais bientôt dans longtemps, parce que si je regarde, j'ai 7 book hauls encore pour les semaines suivantes. Ouais, c'est ça. J'ai 7 book hauls. J'achète beaucoup trop de livres. Non, j'ai un unhaul aussi. Je me suis débarrassée d'un peu de bouquins. Et là, je suis en train de refaire un tri aussi. Bon, je m'arrête là parce que je bavarde trop. J'espère que la lecture vous plaît. Moi, c'est le cas. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas si vous avez des suggestions. Comme je vous disais, autant de recueils de contes ou de romans très inspirés du merveilleux, etc. Ça me donne très envie de lire du William Morris. J'en ai 2. Je vous mettrai les liens. Je crois que j'ai le pays... La source au bout du monde et le pays creux, il me semble. Même maison d'édition, mais 2 formats différents. Je pensais que c'était le même, mais j'ai un très grand et un grand format. Et un très grand. Je m'arrête là. À tout bientôt. Passez un très bon samedi. Et pour ceux qui écoutent Orgueil et Préjugés, demain, c'est la fin. Salut! Lisez tout plein, rêvez tout grand.